Je ne sais pas si tu as remarqué, mais en ce moment sur les réseaux sociaux, il y a énormément d'histoires de divorce qui pleuvent. Il y a plein de femmes qui viennent raconter leur story time, ce qui s'est passé dans leur couple et ce qui a fait qu'elles ont divorcé aussi rapidement. Parfois, c'est des mariages qui durent 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. Et je me suis dit, en réalité, je pense qu'il y a une vidéo à faire sur le sujet. Moi, je ne vais pas paraphraser les histoires, je ne vais pas vous raconter les histoires. Pour moi, il n'y a aucun intérêt là-dedans. Par contre, pour la science, pour la science bien sûr, j'ai vraiment pris le temps d'écouter chacune de ces histoires que ces femmes transmettaient sur leurs réseaux sociaux parce que je me suis dit qu'on a tout à apprendre des personnes qui vivent ces situations-là et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo de prévention un petit peu pour nous éviter de tomber dans ces pièges-là et pour faire en sorte de s'éduquer sur le sujet du mariage, sur le sujet de la préparation au mariage parce que c'est tellement important, on ne se rend pas compte. On passe notre vie à préparer des trousseaux, à préparer sa valise de mariée, c'est important, mais il y a aussi toute une préparation mentale à faire. Et vraiment, l'objectif de cette vidéo, c'est que on comprenne qu'il y a des relations dans lesquelles il ne faut pas se mettre parce qu'elles ne nous méritent pas. En réalité, je peux le dire dès maintenant, il y a énormément de douleurs, il y a énormément d'histoires qu'on peut éviter. Mais pour ça, il faut qu'on se prépare au mieux, qu'on se connaisse mieux et aussi qu'on respecte certains principes fondamentaux de notre religion qui ne sont pas là pour rien et dont on va discuter un petit peu plus tard dans la vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo très chill. On va pas gossip parce que moi, j'ai aucun intérêt à gossip sur qui que ce soit. On va juste se servir de ces histoires. Je pense que vous savez très bien de quelles histoires je parle. Je vais ni mettre de capture, ni mettre de nom, ni mettre rien du tout parce que ce n'est pas du tout l'intérêt de la vidéo. Parce que je vais pas te mentir, c'est des histoires qui m'ont terriblement choquée et touchée. Je me suis dit, c'est pas possible. Ce n'est plus possible que des femmes se retrouvent encore dans des situations comme ça. Encore une fois, ce n'est pas du tout une vidéo pour faire culpabiliser qui que ce soit, pour endosser la responsabilité sur les femmes, parce que bien sûr qu'il existe des hommes catastrophiques sur lesquels on peut tomber par inadvertance, par malheur aussi. Mais là, l'objectif, ça va vraiment être de se préparer nous, parce que si on ne peut pas changer les autres, on peut se changer soi-même. Si on ne peut pas choisir les personnes sur qui on tombe, parce que ça c'est une certitude, parfois t'as beau te préparer au mariage, tu vas quand même tomber sur des personnes qui sont aux antipodes de ce que toi tu recherches. Et c'est pas de ta faute en fait, vraiment ce n'est pas de ta faute. Mais l'objectif c'est de reconnaître que cette personne est aux antipodes de ce qu'on recherche et juste lui mettre des freins et en fait tu n'as pas ta place dans ma vie. Donc, ça va être l'objectif de cette vidéo, on va essayer d'en discuter, d'en parler. Alors, j'ai structuré la vidéo sous 4 axes. Pourquoi les divorces arrivent si souvent dans notre génération, maintenant en Big 2025? Deuxièmement, comment faire en sorte de s'en prémunir? Comment faire en sorte de s'éloigner un maximum de ce genre d'histoire, de ne pas tomber là-dedans? Troisièmement, pourquoi l'islam a mis en place des règles bien déterminées pour rencontrer son futur prétendant et pourquoi elles ne sont pas là pour rien. Vraiment, vous verrez qu'elles ne sont absolument pas là pour rien, qu'elles ne sont pas là pour nous restreindre, mais bien pour nous protéger. Et quatrièmement, le divorce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une fin en soi. Et comment faire en sorte de se détacher des histoires des autres et de ne pas tomber dans le désespoir en se disant « purée, il n'y a que des histoires comme ça veut dire que le mariage c'est horrible, que c'est catastrophique. » On va essayer de sortir de ce fatalisme et en faire quelque chose de plutôt positif, Inch'Allah. En tout cas, c'est mon ambition à travers cette vidéo. Salam alaikum, si tu ne me connais pas, moi c'est Safa. Ma passion dans la vie, c'est d'accompagner les femmes à révéler leur potentiel, à donner le meilleur d'elles-mêmes et à devenir la meilleure version d'elles-mêmes, la meilleure version qui plaît à Allah. Donc je crée du contenu pour motiver, donner des petits conseils à travers mes réseaux sociaux, YouTube, podcast, Instagram, etc., etc. Donc si ça match avec ta vibe, tu peux tout simplement t'abonner pour ne plus rien rater. Alors, commençons par le commencement. Pourquoi est-ce que ces histoires arrivent trop souvent? En général, on parle d'histoires de tromperie, de manipulation, de mensonges, de vol. Mais comment j'étais choquée des histoires. Vraiment, plus je regardais les histoires, plus j'écoutais ça en mode podcast et plus je me disais mais waouh, en fait la réalité dépasse la fiction parfois. Et je pense qu'on est à des années-lumière de vraiment savoir
ce qui se passe réellement dans certains couples dysfonctionnels. Et ça m'a terriblement choquée. Vraiment, ça m'a terriblement choquée. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible. En réalité, il y a une chose que j'ai remarquée, c'est que dans la majorité des cas, les red flags ont été ignorés. Ont été ignorés à 100%. En gros, la personne qui était à la base infidèle, menteuse, manipulatrice, etc., il y avait énormément de signes qui montraient à cette personne-là que potentiellement cette personne n'était pas bien, en fait, que c'était une personne manipulatrice. Mais le problème, c'est qu'on décide de fermer les yeux sur énormément de red flags. En général, personne ne devient irrespectueux, manipulateur, menteur du jour au lendemain. Juste, on s'en rend compte comme ça, parfois du jour au lendemain. Mais c'est un comportement, en fait, comme on dit, chasse le naturel et revient au galop. Ça veut dire que c'est un comportement qui est là, en fait. Genre, c'est une habitude que la personne a. Et en fait, ce n'est pas un accident, ce n'est pas une surprise. C'est juste que on décide de fermer les yeux. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement parce qu'on préfère s'attacher à l'idée qu'on se fait de cette personne, à l'idée du potentiel qu'on donne à cette personne, plutôt qu'à la réalité, parce que la réalité ne nous convient pas. En fait, on ne veut pas accepter que cette personne est comme ça. Donc, on construit tout un imaginaire, tout un film autour de cette personne, et on s'attache à cette image-là en se disant que cette personne est comme ça. Donc, on ignore tous les red flags associés à cette personne. Et pourtant, ils sont bien présents. C'est juste qu'on porte des œillères, c'est juste qu'on ne voit plus parce qu'on est aveuglé. C'est pour ça qu'on dit l'amour rend aveugle, en fait. Et en général, ces femmes-là ont de très bonnes intentions. On va en parler juste après du syndrome de la sauveuse. Mais elles veulent bien faire. Elles se disent, mais potentiellement, cette personne a des qualités aussi. Cette personne peut être meilleure, donc je vais lui donner une chance. Je vais lui ouvrir la porte, je vais l'aider à changer, je vais l'aider à s'améliorer. Grosse erreur. Grosse erreur. Les red flags ne sont pas à ignorer. Parce que les red flags, en réalité, c'est comme les feux rouges là qu'on voit dans la rue. Ça permet d'éviter les accidents, ça permet d'éviter les collisions. Ça veut dire que si toi, tu es en voiture et que tu décides de ne pas voir le feu rouge, bonjour les problèmes. Parfois, tu vas éviter de peu une voiture qui va venir. Mais ça va arriver une fois, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment, ça va être l'accident. C'est exactement la même chose avec les red flags. Tu vas les ignorer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Au bout d'un moment, tôt ou tard, ça va être l'accident. Vraiment, entre nous les filles, un homme qui ne respecte pas sa parole, qui ne se respecte pas lui-même, qui ment, qui vous manipule, qui triche, qui trompe et qui minimise vos sentiments, vos ressentis, vos émotions, ne va pas changer parce que vous l'aimez. Excusez-moi. Malgré toute la bonne volonté que vous avez, cette personne-là ne va pas changer sous prétexte que vous l'aimez et sous prétexte que vous êtes une femme extraordinaire. Il y a combien de femmes extraordinaires qui se sont fait tromper, qui se sont fait manipuler? En fait, encore une fois, ça n'a rien à voir avec votre valeur personnelle. Ça n'a rien à voir avec vous-même. Même la tromperie, tu vois. La tromperie, pour moi, c'est jamais de la faute de la personne qui s'est fait tromper. 100% c'est la faute de la personne qui trompe. C'est un manque de confiance en elle, c'est un manque d'estime personnelle. C'est une personne qui ne sait pas se contenter, c'est une personne qui a des problèmes avec elle-même. Mais ça n'a rien à voir avec la personne en face. C'est un manque de respect envers soi-même. En fait, c'est juste que la personne ne se respecte pas. Elle veut tout, elle ne sait pas se contenter. Donc 100% des cas, ça n'a rien à voir avec la personne qui s'est fait tromper. Donc ça, c'était une petite aparté. Parce que clairement, la honte doit changer de camp. Vraiment, la honte doit passer du côté de la personne qui trompe plutôt que du côté de la personne qui se fait tromper. En général, quand on est dans ce cas de figure, qu'est-ce qui se passe? C'est la femme qui se remet en question. Et peut-être que c'est moi le problème. Et j'ai pas été assez présente et j'ai pas été assez belle. Stop, en fait. C'est la personne qui doit se remettre en question. Toi, tu vas te remettre en question, mais sur autre chose, sur, par exemple, pourquoi est-ce que tu as laissé ce type de personne entrer dans ta vie? C'est ça ta remise en question. C'est pas est-ce que je suis assez, est-ce que je suis belle, est-ce que je suis ci, est-ce que je suis ça, parce que il n'est pas question de ça. Vraiment, il n'est pas question de ça. Tu aurais pu être la plus belle, des plus belles, des plus belles, la plus intelligente, des plus intelligentes, des plus intelligentes, que cette personne t'aurait quand même trompée. Parce que ce n'est pas toi le problème, c'est cette personne le problème. On clôture la parenthèse. On n'est pas là pour sauver les gens de leurs problèmes, de leur toxicité. Ce n'est pas notre job.
Vraiment, ce n'est pas notre travail. Parce que d'abord, la porte du changement s'ouvre de l'intérieur. Avec toute la bonne intention, toute la bonne volonté du monde, tu ne pourras jamais faire changer une personne tant que cette personne n'a pas l'intention elle-même de changer. Mais l'intention ne suffit pas. Des promesses ne suffisent pas. Il faut aussi le passage à l'action qui suit. Parce qu'il y en a beaucoup, ils disent non mais je vais changer, non mais t'inquiète, quand on sera marié, je vais changer. Non en fait, change avant de te marier. Pourquoi est-ce que tu attends de te marier pour changer? Tu as des comportements problématiques. C'est pas le mariage qui va t'aider, il faut que tu t'aides toi-même d'abord. Parce qu'après, en fait déjà nous, on doit s'autogérer. Chaque personne doit s'autogérer. Chaque personne doit s'autodiscipliner. Chaque personne doit atteindre ses propres objectifs. Alors si en plus on doit gérer les autres, excusez-moi, on s'en sort plus. Vraiment, on ne s'en sort plus. Enfin, quelle énergie est-ce qu'on a pour pouvoir et se gérer nous-mêmes et gérer les autres? Franchement, ce n'est pas possible. Et donc, ce qui se passe quand on ignore les red flags, c'est qu'on commence à justifier des comportements qui, à la base, sont injustifiables. On se dit, oui, il ment parfois, mais c'est pas grave, parce qu'il a voulu me protéger, parce que je comprends, il a pas voulu me dire toute la vérité, parce qu'il savait que j'allais avoir peur, il n'a pas voulu me blesser. En fait, il a juste menti. Il a juste menti. Pourquoi est-ce qu'on justifie l'injustifiable? Il a juste menti, c'est juste un menteur. Ou bien, ah non, il m'a mal parlé aujourd'hui parce qu'il était un peu stressé, il était un peu énervé. Non, en fait, il t'a juste mal parlé parce qu'il est irrespectueux et qu'il ne sait pas se tenir. C'est tout. C'est tout. On justifie ce type de comportement, mais si notre meilleure amie ou notre sœur ou la personne qu'on aime le plus au monde venait nous raconter les mêmes situations, par exemple qu'on vit d'abus, est-ce qu'on justifierait de la même manière? Je pense pas. En fait, on dirait, mais en fait, cette personne catastrophique fuit. Elle a des comportements toxiques, donc il faut juste fuir. Mais quand il s'agit de nous, on est beaucoup plus laxiste. En tout cas, les red flags que vous voyez en début de relation là, avant de vous marier, c'est pas des suggestions, c'est des avertissements. Donc, qui dit avertissement, dit on s'arrête. En fait, on recule, on met un pas en arrière, on regarde avec lucidité, avec clarté, on sort de son cœur, on se met dans sa tête, on analyse et on sort de la situation. Si une personne te dit qu'elle ne te mérite pas, crois-la. Vraiment, crois-la sur parole. Vraiment, c'est pas anodin. Si par exemple un homme te dit « ouais, t'es trop bien pour moi, je te mérite pas », n'allez pas lui dire « mais si, regarde ». En général, c'est des manipulateurs qui veulent que vous leur dites « pourquoi est-ce que si vous le méritez ?» Mais en fait, si tu dis que je te mérite pas, mais tu as raison, vraiment tu as terriblement raison. Et vraiment, croyez-les sur parole, c'est un red flag. Sinon, pourquoi? En fait, il sait des choses que toi, tu ne sais pas. En plus, il te l'a dit, qu'il ne te mérite pas. Donc oui, écoute-le. Oui, tu ne me mérites pas. Au revoir. Parmi toutes ces histoires, il y a aussi une racine en commun qui est la racine du problème. C'est le manque d'amour personnel. Alors là, quand on n'a pas pris le temps de s'aimer suffisamment, on accepte tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'on parle autant d'amour propre, c'est pour ça qu'on parle autant de self-love, c'est pour ça qu'on parle autant d'introspection, d'apprendre à se connaître. En fait, c'est pas pour rien tout ça, c'est tout simplement pour se donner suffisamment d'amour pour n'accepter rien de moins que ce qu'on mérite. Si tu ne t'aimes pas toi-même, si tu ne reconnais pas ta propre valeur, à ce moment-là, tu vas ouvrir la porte à n'importe qui. Et qui dit n'importe qui, dit faire entrer un loup dans la bergerie. Non merci, on ne veut pas de loup ici. C'est une certitude, tout le monde n'a pas sa place dans ton cœur. Que ce soit amical ou que ce soit amoureux. Tout le monde n'a pas sa place dans ta vie. L'amour que tu attends d'un autre, donne-le toi d'abord. Et je pense que c'est à ça que sert cette phase de célibat. En fait, on doit tomber amoureuse de nous pendant cette phase de célibat. C'est notre moment à nous, en fait. Genre, c'est le moment où on doit introspecter, apprendre à se connaître, se chouchouter, prendre soin de soi, s'aimer, vraiment s'aimer. Parce qu'encore une fois, tu es une MNA. Genre, ta personne a été créée avec intentionnalité. Allah t'a créé avec intention, t'a posé sur terre avec intention. C'est pas pour que toi, tu fasses n'importe quoi et que tu ne t'aimes pas, alors que Allah
a créé une créature qui est précieuse. Genre, il t'a façonné. Tu es une MNA, tu es un dépôt. Donc, il faut vraiment prendre le temps, si tu es dans cette phase un petit peu de célibat era, prends le temps de t'aimer suffisamment pour ne pas accepter la médiocrité dans ta vie. Parce que en général, quand on tombe dans ce genre de relation un petit peu toxique, c'est qu'on n'a pas conscience de notre valeur. Donc, on accepte des comportements qui ne nous respectent pas. Et encore une fois, on va venir justifier ces comportements. Non, mais il m'aime, mais de toute façon, il m'aime à sa façon. Mais attends, est-ce que toi, tu t'aimes à ta façon déjà? Est-ce que tu t'aimes assez pour dire stop? Pour dire, en fait, je mérite mieux que ça. Je ne peux pas continuer comme ça. Parce que ce que tu tolères au quotidien devient ce que tu normalises. Si tu acceptes un manque de respect, si tu acceptes des excuses creuses, si tu acceptes des comportements toxiques, si tu acceptes une personne dysfonctionnelle, t'envoies tout simplement le message à cette personne, c'est ok, tu as le droit de me traiter comme ça. C'est difficile de l'entendre. Vraiment, c'est difficile de l'entendre. Mais si toi, tu ne te mets pas de limites claires, personne ne le fera à ta place. Et si tu ne mets pas de limites, on connaît suffisamment les êtres humains pour savoir qu'ils aiment trop dépasser les limites. On le sait, on a des exemples dans notre vie au quotidien. On le sait. Donc si toi, tu ne mets pas de limites, si tu ne t'aimes pas suffisamment, si tu ne te donnes pas ta propre valeur, bien sûr, vraiment bien sûr, à part si, alhamdoulilah, tu tombes sur une perle rare qui a une intelligence émotionnelle, qui prend soin de toi, etc. Et ça existe, vraiment ça existe. Si tu ne prends pas ta propre responsabilité, bien sûr que tu vas tomber sur des personnes totalement toxiques. Parce que malheureusement, les gens traitent les autres en fonction de ce qu'on les laisse faire. Il y en a très peu qui arrivent à se mettre des limites et à se dire non, je ne vais pas dépasser les limites avec cette personne, je ne vais pas dépasser les limites avec telle personne. En général, les gens aiment dépasser les limites. En fait, c'est juste comme ça. Tu me donnes ça, je prends ça. Tu me donnes ça, je prends en entier. Non, vraiment, c'est trop grave. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. Les gens te donnent le respect que tu te donnes. Que ce soit un conjoint, que ce soit des amis ou que ce soit de la famille, ils te donnent le respect que tu te donnes à toi-même. Et quand toi, tu acceptes moins que ce que tu mérites, tu finis par croire que c'est tout ce que tu vaux. Donc c'est vraiment par là qu'il faut commencer. Il faut d'abord cultiver son amour personnel. Il faut d'abord cultiver son respect personnel. Ça passe encore une fois par la manière dont on se parle, par la manière dont on prend soin de soi. Mais encore une fois, je ne parle pas de make-up, je ne parle pas de vêtements. Ça encore, voilà, c'est superficiel. Je parle vraiment de la manière dont tu te parles dans ta tête, quand tu te trompes, quand tu fais des erreurs. Comment, quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu te dis ? Parce que quand toi, tu sais ce que tu vaux, crois-moi que tu laisses absolument personne sur cette terre se comporter avec toi comme si toi, tu valais rien. Parce que tu vas vite le remettre à sa place et tu vas vite le dégager de ta vie. Parce que toi, tu es dans ton tranquille, tu es dans ta tranquillité. Et crois-moi que tu ne veux pas que quelqu'un vienne déstabiliser cette tranquillité. Parce que tu sais ce que tu vaux. Quand tu sais ce que tu apportes dans une relation, quand tu sais ce que tu poses sur la table, quand tu sais ce que tu mérites, crois-moi que tu ne vas pas aller là où on ne va pas te traiter comme la reine que tu es. À la limite, parfois, tu vas faire des erreurs. Parce que ça peut arriver qu'on s'aime suffisamment, on se respecte suffisamment, mais qu'on fasse des mauvais choix, on fasse une erreur de casting, mais ça se rattrape juste, bah, ok, cette personne ne me convient pas, c'est basta et c'est ciao, et tu ne te laisses pas embobiner dans une relation hyper toxique qui ne te correspond pas et qui ne te convient pas. Si tu veux savoir si tu t'aimes assez, pose-toi la question, qu'est-ce que je tolère aujourd'hui que je ne devrais pas tolérer? Pourquoi est-ce que je laisse passer ça? Quand on parle d'investir en soi, tu vois, par exemple, là, tu es dans ta célibat era, on dit souvent, ouais, il faut investir en soi, il faut investir en soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois apprendre à t'écouter, écouter tes besoins, écouter tes limites, développer ton indépendance émotionnelle, développer ton intelligence émotionnelle, ton intelligence relationnelle. En fait, poser les bases. Avant d'entamer une relation, je pense, et c'est mon avis personnel, qu'il faut commencer par entretenir et développer une relation avec soi-même. Je ne dis pas qu'il faut 100% s'aimer avant de se marier, qu'il faut être 100% complète avant de se marier, avoir 100% confiance en soi avant de se marier, parce que ça n'existe pas. Et la personne avec qui on se marie, elle est aussi là pour qu'on s'améliore ensemble, pour qu'on se développe ensemble, parce que le mariage, c'est une réelle école
de vie, une réelle école de développement spirituel, de développement personnel. Donc, bien sûr que oui, il ne faut pas être parfaite avant de se marier. En revanche, pour limiter la casse et les dégâts, il faut quand même savoir un minimum ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Ce qu'on mérite et ce qu'on ne mérite pas. Et il faut suffisamment se donner du respect pour ne pas accepter les manques de respect des autres. Il y a aussi autre chose que j'ai remarqué dans toutes ces histoires, c'est que la majorité des femmes veulent se positionner en sauveuse. Et honnêtement, je trouve que c'est très noble de vouloir aider quelqu'un, de vouloir pousser la personne à s'améliorer, à devenir la meilleure version d'elle-même. C'est une cause qui est très noble. Mais êtes-vous des bénévoles d'une association quelconque? Je ne pense pas. Parce que je sais que tu veux croire qu'avec un peu d'amour, un peu de patience, tu vas pouvoir le transformer parce que toi, tu vois le potentiel qu'il a en lui. Mais en réalité, ce n'est pas son potentiel que tu vois, c'est ton propre potentiel. En réalité, lui, c'est une coquille vide, c'est une coquille creuse que tu veux sauver par ego. Voilà. En général, on veut sauver les gens par ego pour se sentir important, pour se sentir utile, pour se sentir femme, pour qu'on soit indispensable, pour que la personne se dise, en fait on se dit, mais si moi je l'aide à devenir la meilleure personne d'elle-même, si moi je l'aide à devenir la meilleure personne au monde, je vais devenir indispensable. Et si je deviens indispensable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne va pas me quitter et elle va plus m'aimer. Mais non, je te promets que non. Parce que non seulement la personne, ça va devenir ton bourreau, donc toi tu vas chercher à sauver une victime. Cette victime va se transformer en bourreau et toi, tu vas prendre la place de la victime. C'est comme ça que ça se passe, le syndrome du sauveur. Ce n'est pas ton rôle de réparer un homme. Ce n'est pas ton rôle d'éduquer un homme. Ce n'est pas ton rôle de changer un homme. Ton rôle dans le cadre du mariage, c'est de l'encourager, de le motiver et de prendre soin de lui. Mais tu n'es pas là pour être psychologue, psychothérapeute, psychiatre aussi. Parfois, ça relève de la psychiatrie, excusez-moi. Donc, non, ce n'est pas ton rôle, tu n'es pas médecin. Si tu voulais aider les autres dans leurs troubles mentaux, il fallait devenir psychologue ou psychiatre. Mais là, ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est d'être une épouse, c'est d'être une femme, c'est d'accompagner ton homme. C'est tout. Vraiment, tu n'es pas un pansement, tu n'es pas là pour guérir les blessures des autres. Toi, dans tout ça, tu vas finir par te perdre. Tu vas finir par être épuisé, par perdre patience, par ne plus avoir d'énergie pour ta relation. Tu vas sacrifier ta santé mentale, ta sérénité et ta paix. Ça n'en vaut pas la peine. Et tout ça en plus pour quelqu'un qui ne voit même pas l'ampleur de ses lacunes et de ses problèmes. Et on entendait souvent aussi dans ces relations, j'ai tout donné pour cette personne, je me suis battue pour notre relation, j'ai tout fait pour l'aider. Encore une fois, ça, c'est vraiment des symptômes du syndrome de la sauveuse. Parce que l'amour ne demande pas que tu t'épuises de cette manière pour construire une relation. Ça, c'est une mission de sauvetage à la limite. Mais ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est l'union de deux personnes qui se soutiennent et qui se motivent mutuellement à devenir toutes les deux des meilleures personnes. J'ai des lacunes, tu m'aides. Tu as des lacunes, je t'aide. Et on avance main dans la main vers une direction commune. Mais c'est pas moi, je te tire de ton gouffre et de ton précipice et je me casse le dos et je me fais mal. C'est pas ça. En fait, c'est ni de l'amour et c'est ni une relation d'amour saine. Et ça, c'est quelque chose que je me répète tout le temps. Si tu dois t'effacer pour que lui brille, pour que lui devienne meilleur, eh ben, ce n'est pas de l'amour, c'est de la perte de toi-même. Et vraiment, les filles, on n'est pas dans un film. L'amour, ce n'est pas une lutte. L'amour, ce n'est pas une guerre. Le mariage, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'objectif du mariage. Que ce soit le conflit et le chaos dans votre vie. Sinon, en fait, pourquoi est-ce que Allah apprécierait qu'on se marie si ça avait pour but de nous mettre en difficulté et de nous briser et de gâcher toute notre santé mentale et notre vie? Le but du mariage, ce n'est pas ça. Le but d'un partenaire, c'est qu'il marche à tes côtés, pas à pas. C'est pas que tu le portes sur ton dos. C'est pas ton sac à dos. Tu dois l'avoir à côté de toi, main dans la main. Il te supporte, tu le supportes. Mais tout le poids de la relation ne doit pas être sur tes épaules et ne doit pas être sur toi. Le quatrième point que j'ai remarqué qui était pareil, un fil rouge de toutes les histoires que j'ai entendues,
c'est un mauvais choix à cause d'une erreur de casting et d'une méconnaissance personnelle. Donc ça rejoint un petit peu tout ce que j'ai dit précédemment, parce qu'on ne prend pas suffisamment le temps de se poser la question: qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? Quels sont mes non négociables? Sur quoi est-ce que je peux un petit peu lâcher du lest? Et en général, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on avance dans des relations en voyant qu'il y a des dysfonctionnements, mais en pensant que ça va s'arranger par miracle. C'est très, 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 très rare que ça arrive. Pour ne pas dire jamais, pour ne pas être pessimiste. Mais c'est très rare que ça arrive. Quelque chose de dysfonctionnel, ça se voit dès le début. Et on l'a vu avec toutes les histoires qu'on a vues sur les réseaux sociaux, ça se voit dès le début. On a peur de demander plus, donc on se contente du minimum. On fait des compromis sur l'essentiel et finalement ces compromis coûtent très très cher. Ça finit par des divorces, ça finit par des blessures émotionnelles, ça finit par des traumas, ça finit par une reconstruction. Bon, c'est pas fatal, hein, il n'y a aucune fatalité dans tout ça. Tout est, Inch'Allah, tout est... Voilà, on peut se reconstruire. Tu peux même te rapprocher d'Allah encore plus quand tu fais face à ce type d'épreuve. Mais voilà, en fait, tu passes quand même par une phase qui est compliquée, qui est difficile. En fait, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi dans une relation? Qu'est-ce qui est pour toi essentiel de trouver chez un homme? Et en fait, il faut que tu le notes quelque part. Il faut que tu prennes un carnet et que tu notes. Voilà, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et ça, c'est non négociable pour moi, et ça, c'est non négociable pour moi. Et ça, c'est pas grave, et ci, et ça. Mais nous, on se contente en fait de juste d'exister, de rencontrer quelqu'un au pif et de se dire « Ah bah peut-être que cette personne, elle me correspond ». En fait, il n'y a pas de peut-être. Vraiment, il n'y a pas de peut-être. Il n'y a pas la place au doute quand tu vas te marier avec une personne. Même si rien n'est sûr à 100% et seul Allah sait. Donc, quand tu vas faire tes muqabala, et ça aussi, on va en parler juste après, tu vas faire en sorte de poser les bonnes questions à cette personne et ensuite tu vas te remettre à Allah parce que la certitude lui appartient lui à 100% et lui te montrera les signes. Mais parfois le problème c'est qu'on a des signes, parce que parmi toutes les histoires qu'on nous a racontées, parfois il y a les signes. C'est juste que, encore une fois, on ne veut pas accepter de les voir. Parfois les signes ils sont juste là, juste devant nos yeux. Mais on n'accepte pas de les voir. Avant de te lancer dans une relation, pose-toi des questions à toi-même. Par exemple, demande-toi, quelles sont mes valeurs? Quels sont mes besoins émotionnels, spirituels, physiques? Et quelles sont mes limites et mes non négociables? J'espère que tu as bien noté. Tu ne peux pas, encore une fois, attendre qu'une personne te donne ce que toi-même, tu ne sais pas demander. Parce qu'encore une fois, la personne en face ne va pas deviner. Donc plus tu seras clair sur ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, et plus, Inch'Allah, tu vas attirer entre guillemets la personne qui te correspond ou bien qui ne te correspond pas. Parce que si elle ne te correspond pas, tu le sauras très 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 vite et tu ne vas pas perdre ton temps. Ni à lui parler, ni à la rencontrer, ni à rien du tout. En fait, tu vas le voir. Dès les premiers échanges, tu vas voir que ça ne va pas. Et tu ne vas pas essayer de sauver la relation ou essayer de voir ce que ça donne parce que tu sais que ça ne te correspond pas. Quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas forcément comment est-ce qu'on allait rencontrer notre futur mari si on ne sortait pas avec des garçons, etc., etc. Parce que malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, c'est un petit peu le seul modèle qu'on nous vend, même à travers la télévision, à travers les modèles qu'on a. Et c'est vrai que c'est une question que je me posais, je me disais, mais c'est impossible, on est obligé de fréquenter la personne quand même, parce que si tu ne la fréquentes pas, comment est-ce que tu vas savoir si elle te correspond? Tu ne vas pas te marier avec un inconnu, c'est bizarre. Et plus j'ai grandi et plus j'ai compris que tout ce que Allah nous impose et nous interdit est là pour nous protéger et pas pour nous restreindre et qu'il y a toujours une sagesse derrière ces commandements. En l'occurrence, tout ce qui est relation hors mariage, on comprend très très vite que c'est vraiment pour nous protéger et rien d'autre. Les relations hors mariage, bien que attirantes, alléchantes, tout ce qu'on veut, nous font tomber dans un tourbillon d'émotions qui nous brouillent la vue. On n'a plus de clarté, on n'a plus de lucidité sur la situation. Et c'est ça qui nous pousse à accepter de nous marier avec des personnes qui ne nous correspondent pas parce qu'on les a fréquentées avant, on a discuté avec ces personnes avant dans un cadre
non licites, entre guillemets, on les a fréquentés pendant 1 an, 2 ans, 3 wow, c'est beaucoup trop. Donc finalement, quand on se marie avec ces personnes-là, on a déjà investi 2 ans ou 3 ans de notre temps. On pense connaître la personne, mais laissez-moi vous dire qu'on ne connaît jamais une personne jusqu'à avoir vécu avec elle. Vraiment, la personne peut vous faire croire tout ce qu'elle veut. Même dans un cadre de muqabala, hein, attention, moi, je ne dis pas que la muqabala nous protège aussi des détracteurs. Il y a des détracteurs qui font des muqabala, donc il faut aussi faire attention à ça. Mais Allah, Inch'Allah, nous protégera de tout ça. Mais 90% du temps, quand on est dans une relation en mariage, on se voit que quand on est sous notre meilleur jour, quand on est au top de notre humeur, quand on est au top de notre forme et quand on est en mode beau gosse, belle gosse, on va faire des dates par-ci par-là. 90% des dates sont là pour rien, on ne dit rien. À part ça va, 90% des discussions par message pareil. T'as fait quoi de ta journée? Bah rien, et toi? Et bah moi, je suis allée voir ma mère, ma grand-mère, ma tante, on a fait ci, on a fait ça. Ce n'est pas utile pour apprendre à connaître quelqu'un. Alors, ce n'est pas les questions à poser pour connaître quelqu'un. Ça, c'est après, ça, c'est plus tard. Quand vous serez marié avec cette personne-là, à ce moment-là, oui, t'as fait quoi de ta journée? Tu lui racontes ta journée. Mais avant ça, je pense que ça n'a pas lieu d'être. Ou sinon, à la limite, donne-moi une journée type. Mais vraiment, discuter tous les jours, qu'est-ce que tu as fait, ça n'a pas lieu d'être. Avant le mariage, les small talk n'ont pas lieu d'être. Et en fait, ce qui se passe quand on est dans des relations en mariage, en général, on est dans le small talk. On est dans des discussions tellement futiles, tellement inutiles. On est dans les je t'aime, moi aussi je t'aime, moi aussi tu me manques, on se voit quand, on se voit ci, on se voit là. C'est que ça. Donc, toi, tu te fais des films dans ta tête, ce qui est totalement normal en fait. Qui ne se ferait pas de film? Vraiment, qui ne se ferait pas de film? Tu te fais des films dans ta tête. Il est trop gentil, le prince charmant. Il a regardé ma story, il a liké, nanana. Et peut-être qu'il est très gentil, hein, là n'est pas le sujet. Et ensuite, tu vas tomber amoureuse d'un idéal que tu t'es construit dans ta tête. Tu vas ignorer tous les red flags que tu avais vus auparavant. Donc finalement, tu vas te marier avec une version idéalisée. Tu vas te réveiller quand tu vas te marier. Et tu vas te rendre compte que cette version que tu as idéalisée n'existe pas. Après, c'est une populaire opinion. Pour moi, l'amour ne vient pas avant le mariage, mais vient systématiquement après le mariage. Et avant le mariage, on choisit avec sa tête. Après le mariage, on aime avec le cœur. Mais pas l'inverse. Ok? Après, ça, c'est ma vision des choses. Mais il y en a beaucoup qui vont me dire, et on me l'a déjà dit, oui, mais Safa, il y a le hadith qui nous dit qu'il n'y a pas de meilleur remède qu'un mariage pour 2 personnes qui s'aiment. Donc là, vous êtes en train de me justifier les relations en mariage avec un hadith. Excusez-moi. On ne peut pas. On ne peut pas. Oui, par exemple, tu peux avoir un coup de foudre, entre guillemets, pour une personne, et tu te dis, oh là là, cette personne, je pense qu'elle me correspondra. Mais en fait, à aucun moment, Allah nous encourage de tomber éperdument amoureux des uns et des autres et de tomber dans des relations hors mariage et de choisir de manière totalement délilue notre futur mari. Mais à aucun moment, Oui, l'attirance entre 2 personnes existe. Parfois, ça ne se contrôle pas, bien sûr. Mais n'allez pas justifier les relations hors mariage avec un hadith. Il y en a beaucoup qui disent, oui, l'amour ne se choisit pas. Si. Je répète, si. En fait, tu choisis d'aimer une personne. C'est pas hop, je t'aime. Sinon, on aime tout le monde dans la rue. On choisit d'aimer. On choisit cette personne et on se dit, toi, je vais t'apporter de l'amour. Toi, je vais t'aimer. Toi, je vais faire des efforts pour toi. On fait des choix. Donc finalement, on ne peut pas se dédouaner et se dire, non, mais on ne choisit pas. On ne choisit pas sur qui on tombe amoureux. Bah si, en fait, tu as choisi. Et en particulier dans les relations hors mariage, on a choisi. Donc si les relations hors mariage sont interdites, c'est pour une raison. Parce que ces relations sont souvent basées sur des projections et non sur des réalités. Quand tu es dans une relation hors mariage, personne ne pourra me faire dire le contraire. Tu es guidé par tes émotions, tu es guidé par ton cœur, tu es guidé par tes désirs. Et dans cet état-là, tu ne peux pas faire de choix clairs, lucides, conscients et objectifs. Donc, tu vas venir minimiser énormément de choses
Pourquoi? Parce que tu es déjà attaché et tu ne veux pas risquer de perdre ce pourquoi tu es déjà attaché en fait. À travers ces préceptes, Allah nous encourage à vraiment faire des choix qui sont mûris, qui sont réfléchis et qui sont proportionnés. Il veut que tu construises ta vie sur des bases solides, sur des bases saines et pas sur d'un imaginaire ou un homme potentiellement bon. Il ne veut pas que tu prennes des décisions précipitées et basées sur des émotions. Parce qu'en réalité, qui nous connaît mieux que personne? Bien entendu, c'est notre Créateur, c'est lui qui nous a créés. Donc il nous connaît mieux qu'on se connaît nous-mêmes. Donc s'il nous a régi ces règles-là, c'est que d'abord, il sait qu'on est des créatures faibles. Il sait qu'on peut être vulnérable, il sait que le cœur a ses raisons, que la raison ignore. Il sait que nos émotions peuvent nous guider vers des choix qui sont catastrophiques. Et surtout qu'on regrettera plus tard. Donc c'est pour ça qu'on a des règles bien déterminées, un cadre, une structure à suivre pour que tout se passe de la meilleure manière possible. Bien entendu, tout ne sera pas parfait, mais l'objectif c'est de limiter les dégâts, c'est de limiter la casse. Parce que quand tu es dans une relation hors mariage, c'est comme si en fait tu décidais de construire une maison avec du sable. Il y a moyen, tu peux réussir à le faire. Mais il suffit d'un peu de vent, d'un peu de pluie, d'une petite vague pour que ton château merveilleux s'effondre. Donc, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous a encouragés et nous a donné un cadre pour faire des rencontres qui s'appellent les muqabala. Ça a ce nom en France, ça a d'autres noms dans d'autres pays. Mais le muqabala, c'est quoi? Ce sont des rencontres qui se font avec un mahram, c'est-à-dire une personne de votre famille qui vous est interdite au mariage et avec qui vous allez rencontrer votre prétendant. Vous allez faire des halal dates dans lesquels vous allez pouvoir discuter des essentiels en fait. C'est-à-dire ce que toi tu as dans cette personne, ce que cette personne attend de toi, les bonnes questions à poser. D'ailleurs, je vais vous donner quelques questions à poser à votre futur partenaire, à votre prétendant. Et tout ça se fait en fait dans un endroit qui est public. Vous n'êtes pas obligé de ramener la personne directement chez vous. Il ne s'agit pas là d'une khutba. Il s'agit juste de date, mais avec votre chaperon, tout simplement, qui est là pour structurer la rencontre et pour éviter qu'il y ait des manques de respect, qu'il y ait des familiarités qui n'ont pas lieu d'être avant la phase de mariage. Moi, personnellement, s'il y a une petite muqabala que je pourrais conseiller, c'est dans un escape game. Je ne sais pas pourquoi personne n'y a pensé. Faites vos muqabala dans un escape game, les filles. Bien entendu, avec votre mahram. Votre mahram, ça peut être votre frère, ça peut être votre père, votre oncle, votre neveu, j'allais dire votre cousin, mais pas du tout, pas votre cousin. Mais voilà, et allez faire un escape game. Vous allez grave avoir plein d'informations sur votre prétendant, sur son leadership, sur sa manière de gérer le stress, sur sa manière de gérer les émotions. Bref, faites-en plusieurs et vous allez avoir les réponses à vos questions et vous m'en direz des nouvelles, Inch'Allah. Pareil, il faut poser les bonnes questions, il faut se préparer à ces muqabala, il faut se préparer à ce type de rencontre. On va pas une muqabala comme ça, genre en mode bon, on se dit quoi, je sais pas, t'aimes quoi, t'aimes manger quoi, des pâtes, ok. Moi j'aime bien manger du saumon, ok. C'est pas ça les questions à poser pendant une muqabala. Et moi-même j'ai été confrontée à ce genre de situation parce que bien entendu je suis en âge de me marier et donc j'étais un petit peu en fait je me disais mais comment est-ce que je vais faire des muqabala, quelles questions est-ce que je vais poser à mon futur mari, comment structurer mes questions. Et en fait c'est de là qu'est venue l'idée de créer les cartes de discussion muqabala spécialement dédiées aux personnes qui veulent se préparer au mariage et qui veulent poser les bonnes questions à leurs prétendants. Tu as plus de 158 questions à poser, donc je pense que tu as de quoi faire. Ça balaye énormément de sujets comme la belle famille, qui est un sujet très important. Tu as aussi des questions sur les préparatifs du mariage, parce que c'est aussi un sujet houleux, sur l'éducation de vos futurs enfants, si vous en voulez ou pas. Où est-ce que vous allez vivre, est-ce que vous allez faire une hijra ou pas, parce que c'est aussi un sujet qui est très important. Bref, tu as 158 questions, donc franchement, tu as de quoi faire. Et c'est essentiel de venir en muqabala en sachant ce que tu vas dire, parce que sinon, ça se finit en small talk.
Vraiment, il faut que tu te prépares en avance, que tu prépares tes sujets et que tu saches exactement quelles sont les réponses, entre guillemets, que tu veux attendre. Après, il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais la personne, elle peut mentir. En fait, dans tous les cas, la personne, elle peut mentir. Donc, autant se préparer, s'en remettre à Allah. Et ensuite, de toute façon, Allah se chargera du reste. On peut pas contrôler ce que les autres font. Par contre, on peut contrôler ce que nous on fait. C'est-à-dire qu'on peut se préparer nos questions et faire les choses dans les règles. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut faire. Le reste, si un tel ment, si un tel vole, si un tel n'est pas honnête, c'est son problème, ce sera ses péchés et ce sera son jugement. Nous, on est là pour se préparer à la muqabala. Donc voilà, tu as énormément de questions. Par exemple, quels sont tes objectifs concernant l'éducation de tes futurs enfants ? Parle-moi de ta relation avec tes parents et comment tu imagines notre relation avec nos familles respectives. Bref, les sujets sont variés. Et puisque j'aime bien faire gagner à chaque fois des choses dans mes vidéos, eh ben, tu peux tenter soit de le gagner toi si tu es dans la célibat era, à la recherche de ton prétendant, ou soit, Inch'Allah, tu peux le faire gagner à ta soeur, ta copine qui est dans cette situation-là. Pour ça, il suffit juste de commenter « Yallah, c'est ma khutba ». Ok, commente ça et Inch'Allah, je choisirai parmi les commentaires dans ma prochaine vidéo qui sera la gagnante du set de jeu Adab de chez Adbin. Je vais clôturer avec ça, mais le divorce, sinon, n'est pas une fatalité, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas la fin de la vie. Honnêtement, c'est juste une étape parfois, c'est une phase à passer. Certes, ça peut être douloureux, ça peut être difficile, ça peut être compliqué, mais voilà, c'est juste une étape, Inch'Allah, qui va permettre aux personnes concernées de se relever et d'être encore meilleures, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, ce n'est pas du tout une fin en soi. Il y en a plein qui disent ouais, mais le divorce c'est quelque chose qui est détesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en fait, attendez, il y a carrément une sourate qui s'appelle At-Talaq et qui régit tout ce qui est en rapport avec le divorce pour que ça se passe de la meilleure manière possible. Donc en fait, excusez-moi. Parfois, le divorce, c'est la solution pour préserver sa foi, son honneur, sa dignité, son intégrité et sa personne, en fait. Tout simplement, sa santé mentale même. Donc, parfois, c'est la bonne solution. Après, attention, je n'encourage pas au divorce, bien entendu. Mais autre chose, on va terminer sur ça, avec toutes les histoires qu'on entend sur Internet. Et un tel a trompé un tel, et un tel a volé un tel, et un tel a manipulé un tel, et divorcé au bout d'1 mois, au bout d'1 semaine, au bout de je sais pas combien de temps. On a tendance à se dire mais je crois plus au mariage, et si un tel a divorcé, je ne crois plus en l'amour. Attendez, est-ce qu'on peut se calmer? En fait, il faut vraiment pas s'attribuer les traumatismes des autres. C'est leur histoire, ça leur appartient. Mais ce n'est pas une réalité, et ce n'est encore moins votre réalité. Pas du tout. Ça se trouve, ta réalité, elle est totalement différente. Chaque relation est unique, chaque vie est unique, chaque chemin est unique. Ce qui est arrivé à une femme ne va pas forcément t'arriver à toi. Ces relations ne sont pas forcément celles que toi, tu vas avoir. Ton destin est déterminé par Allah subhanahu wa ta'ala et personne d'autre. Donc, fais-lui confiance. Remets-toi-en à lui. Prépare-toi un maximum. Aime-toi, respecte-toi. Et Inch'Allah, tout se passera bien. Vraiment, tout se passera bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça t'a aidé à y voir un petit peu plus clair. En tout cas, moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Si tu veux que je l'aborde plus en détail, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je pourrais prendre ton sujet et l'aborder. En tout cas, merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo et on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.